J'ai entendu une phrase un jour qui m'est restée. Dans la vie, on a le choix pour les petites choses, pas pour les grandes. En fait, cet événement n'a pas été un choix. Ça a été un appel. Un appel des animaux. En avril 2017. Que j'ai entendu à ce moment-là, mais je pense qu'il datait de plus longtemps. J'ai simplement su l'entendre à cette période. Et cet appel des animaux a fait que nous sommes là réunis aujourd'hui. Avec tout ce qu'ils vont nous faire découvrir, c'est-à-dire cette toile invisible du vivant, cette communication qui est possible avec eux et plus globalement avec toutes les autres espèces vivantes. Et donc, on vous propose maintenant une table ronde sur la communication animale, sur cette communication intuitive, avec donc nos trois intervenantes, Eva Lartigot, Astrid Clavé et Corinne Dupérat. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter trois magnifiques âmes. Je vais commencer par présenter Eva Lartigot. Donc, Eva est diplômée depuis 2011 d'un master de recherche spécialité écologie comportementale et conservation, donc éthologue. Et Eva a beaucoup voyagé, ce qui lui a permis de faire beaucoup de rencontres et des rencontres tant humaines qu'animales. Après Eva, nous avons ici Astrid Clavé, le tourneur. Astrid est vétérinaire de formation. Elle est diplômée de l'université de Pérouse en Italie. Donc c'est très important aussi pour nous d'avoir aujourd'hui à cet événement des personnes issues du monde aussi scientifique. Il y a beaucoup de communicateurs animaliers qui viennent d'horizons très différents, mais c'est vrai qu'il nous semblait important pour un premier événement de cette ampleur de pouvoir accueillir sur cette scène des personnes qui ont une formation scientifique, donc de vétérinaire. Et Astrid donc a une solide formation scientifique, puisqu'elle est aussi titulaire d'une maîtrise de biologie et neurosciences de l'université Paris 7 Jussieu. Astrid, tu as exercé à Paris, en région parisienne, mais aussi, surtout en Afrique, au Gabon pour commencer. Et tu es installée depuis 2008 au Kenya. Donc on a une dimension très intéressante, animaux sauvages. Tu es aujourd'hui communicatrice animalière et tu es aussi consultante en zooanthropologie. Tu nous expliqueras ce que ça veut dire. Et facilitatrice en développement personnel. Donc beaucoup de cordes aussi à son arc. C'est ce qui est vraiment agréable de voir que vous avez toutes des compétences très variées. Et ensuite, nous avons donc Corinne Dupérat, qu'on ne présente plus puisque Romain a déjà défloré le sujet. Donc, on va quand même rappeler que Corinne est avant tout donc, artiste animalière aujourd'hui, mais elle a été aussi cavalière au niveau professionnel de dressage. Elle était beaucoup sur les carrés de dressage. Elle connaît donc très bien les chevaux en particulier. Ancienne architecte d'intérieur aussi, et aujourd'hui communicatrice animalière depuis une douzaine d'années quand même, donc avec beaucoup de... Elle a figuré dans des films sur la communication animale et elle a des œuvres magnifiques, vous pouvez en voir une qui illustre un petit peu son travail. Donc une âme d'artiste, une communicatrice très intuitive comme le sont toutes les personnes qui pratiquent la communication avec les animaux. Et donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir un si beau panel représentatif pour cette table ronde. Et je vais vous poser trois questions. La première question que je voulais vous poser à toutes les trois, c'est quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené dans votre chemin de vie à vous intéresser à la communication animale, puisque au départ, selon vos études, tout n'était pas destiné à ce chemin-là. Donc je vais demander à Eva de répondre à cette question. Merci Célia pour ta présentation et merci à tout le monde pour votre présence, parce que je pense que c'est vraiment important que cet outil, la communication interespace, ça soit diffusé le plus largement possible. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, avec un peu plus de détails, l'idée en fait c'est que depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir un rôle à jouer auprès des animaux, d'avoir une mission.
Voilà, quand j'étais petite, j'avais vraiment, voilà, quand il y avait des escargots qui essayaient de traverser la route, je voulais les aider. Je m'interposais toujours quand d'autres enfants voulaient écraser les araignées ou les fourmis. Et en fait, cette volonté de sauver les animaux, elle m'a poussée à croire en fait que je devais devenir vétérinaire. Et en fait, donc, arrivée en troisième, lorsqu'il fallait trouver un stage dans une entreprise, donc j'ai décidé naturellement de faire ce stage dans une clinique vétérinaire. Et en fait, je me suis rendu compte en fait qu'en tout cas, les vétérinaires auprès desquels je faisais un stage, ils enchaînaient vraiment les opérations, ils ne prenaient pas forcément en compte tout l'aspect émotionnel de l'animal, ils ne prenaient pas le temps de parler avec les gardiens de l'animal. Et moi, en fait, c'est une approche qui ne m'a pas du tout convenue, parce que j'avais le sentiment que c'était vraiment un travail à la chaîne, et que moi, je ne voulais pas avoir cette approche-là, en fait, auprès des animaux. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai décidé de me diriger vers des études de conservation. Donc j'ai obtenu un bac scientifique, j'ai fait une licence générale en biologie, puis j'ai eu un master recherche en études du comportement animal et conservation des espèces. Et en fait, plus j'avançais dans mes études, plus j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un écart entre ma perception des animaux par rapport à la relation que j'entretenais avec eux et ce qui était transmis en fait à l'université. Pour moi, il y a une dimension qui manquait. Il y a certaines de mes questions qui restaient vraiment sans réponse. Et en fait, cet écart, il s'est encore creusé quand j'ai commencé à faire pas mal de stages auprès de chercheurs, où je me suis rendu compte qu'ils appréhendaient vraiment l'animal en tant qu'espèce et non en tant qu'individu. Après, je fais une règle générale, mais c'est vraiment certains chercheurs avec lesquels j'ai travaillé. C'est-à-dire que pour certaines études, on devait prélever des individus dans la nature, on devait les mesurer, on devait les baguer, certains qu'on gardait en captivité pour étudier le comportement en captivité, ce type de choses-là. Et c'est vrai que ça causait un stress sur les animaux. Et certains pouvaient vraiment avoir derrière aussi certains problèmes. Et certains pouvaient même en mourir. Alors que pour moi, chaque individu est unique. Et c'est important de respecter cette unicité-là et de la prendre en compte. Et vraiment de faire ces recherches avec davantage de conscience de l'individu. Donc même si j'avais vraiment moi, toute cette réflexion-là, j'ai quand même persévéré. Et donc j'ai fait plusieurs missions de volontariat, donc une au Brésil, j'en ai fait une au Kenya où j'ai rencontré Astrid d'ailleurs, plus une au Mexique en tant qu'assistante de recherche. Et en fait, durant cette mission-là, je devais étudier donc, le rôle du hurlement au sein d'un groupe de singes hurleurs. Et en fait, je passais 12 heures dans la jungle à observer des animaux qui dormaient 70% du temps. Donc, j'avais vraiment, on va dire, du temps pour réfléchir. Et donc, je me suis demandé, est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant, ça a vraiment du sens ? Est-ce que vraiment ça a un effet immédiat pour les animaux, en fait ? Et effectivement, les études scientifiques, elles sont très, très importantes, mais il faut savoir qu'il y a un temps entre le moment où les articles sortent dans des revues et où il y a vraiment après des mesures de conservation qui sont mises en place. Et pour moi, il fallait agir maintenant, en fait. Et le meilleur moyen en fait, que j'ai trouvé pour préserver l'animal et préserver la nature, c'était d'agir sur la conscience de l'être humain. Et donc, je me suis pas mal renseignée sur la conscience animale et j'ai lu un livre qui m'a bouleversée de Meroy Givaudan, Le peuple animal. Je suppose que certains d'entre vous ont dû le lire. Donc, il parle beaucoup de communication intuitive. Et moi, ce livre, il m'a beaucoup interpellée. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai décidé, après le Mexique en 2012, de me former à la communication animale. Et en fait, durant cette première formation que j'ai faite, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une facilité à rentrer en contact avec les animaux, que je ressentais leurs besoins, leurs envies, le rôle qu'ils avaient auprès de leurs gardiens. Et donc, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie et donc de m'installer à mon compte en 2016 en tant que communicatrice animalière. Ce qui me permet aujourd'hui aussi de transmettre l'outil qu'est la communication interespèces, ce qui me permet d'animer des stages de connexion avec la nature, parce que j'ai aussi été formée à la communication non violente, à l'écoute, tout ce type de choses-là. Et bien entendu, maintenant, je propose des consultations privées de communication animale. Et pour moi, ce métier, il a énormément de sens, parce que ça permet en fait de faire prendre conscience aux êtres humains que l'animal est un individu à part entière, avec une histoire qui lui est propre, avec des émotions, des envies, des besoins qui lui sont propres, et aussi que l'animal, il est vraiment porteur de messages. Il n'y a pas de hasard dans l'animal qui nous accompagne. L'animal, à travers ses mots MOTS et MAUX, il révèle nos propres mots MOIX.
MAIX, désolé, je perds un peu. Et voilà, c'est vraiment l'outil de la communication interespèce, elle permet de travailler sur les deux bouts de la relation, à la fois sur l'animal, à la fois sur son gardien. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a un devoir aujourd'hui auprès des animaux, c'est de les respecter et d'en prendre soin. Et pour moi, en prendre soin, ça commence par les écouter et les entendre. Merci. Merci Eva. Absolument. Merci pour ce très très beau témoignage et ce cheminement. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on peut partir d'une volonté déjà de l'enfance. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont dans cette salle ici, qui s'intéressent aux animaux. C'est quelque chose qui vous prend très très naturellement quand on est tout petit, puis qui met un petit peu de chemin après pour arriver à la conscience de l'adulte, mais qui finit toujours par vous rattraper. C'est un peu la magie de la chose. Donc oui, merci pour ce détail de ce parcours. On reviendra sur ces questions dans la troisième question, la conclusion aussi, qu'est-ce que ça vous apporte ? Parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je vais passer la parole à Astrid, voilà, pour nous expliquer, pareil, oui. La même question, qu'est-ce qui t'a amené toi personnellement à la communication animale dans ton parcours ? Merci Célia. Tout comme Eva, évidemment, une grande passion pour les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, donc dès la première enfance, je dirais, ce qui m'a orientée vers les fameuses études vétérinaires, et puis une maîtrise donc de biologie, neurosciences, éthologie. J'ai ensuite donc travaillé comme vétérinaire urgentiste à domicile sur Paris et la région parisienne, ce qui est un métier qui m'a vraiment beaucoup apporté sur le plan humain et professionnel, je dirais. Ensuite, j'ai travaillé dans un orphelinat de gorilles et de chimpanzés au Gabon, donc je me suis occupée des grands singes. Là aussi, une expérience très forte, je dirais, émotionnellement. Ensuite, je me suis installée au Kenya, donc en 2008, avec mon mari. Donc, nous avons fondé une entreprise d'écotourisme, éco-volontariat, safari, tourisme responsable. Ça a été un choix délibéré parce que le Kenya est un pays où il n'y a pas de chasse autorisée et où il y a du braconnage, malheureusement, mais où la tradition de viande de brousse est quand même très peu présente par rapport au Gabon ou au Congo, par exemple. J'ai aussi une formation de zooanthropologie, donc Célia en a parlé, c'est la science qui étudie le relationnel entre l'humain et l'animal, mais en absence de tout conditionnement et de tout dressage. C'est une formation qui m'a beaucoup apporté parallèlement à la communication animale, notamment pour éviter tous les anthropomorphismes, les projections, les interprétations erronées qu'on peut avoir quand on fait de la communication animale, qui sont un risque quand même très important. J'ai beaucoup voyagé, moi aussi, Australie, États-Unis, Ouzbékistan, je ne sais plus où d'ailleurs, sur la Lune. J'ai voyagé partout. Et puis j'ai fini donc par me fixer au Kenya. Donc je vis entourée d'une 60aine d'animaux domestiques et d'animaux sauvages dans la vallée de Subukia, qui est une portion de la vallée du Rift au Kenya. J'ai des animaux aussi, des singes de 2 espèces, colobes et cercopithèques, des damans, des arbres. Ensuite, donc des genettes, des galagos, plus de 200 espèces d'oiseaux. Donc c'est un endroit magnifique, un petit paradis. Et donc j'en suis venue à la communication animale parce qu'une éco-volontaire m'a parlé de cette discipline. Elle est venue il y a à peu près 7 ou 8 ans chez moi et c'est elle qui m'a la première parlé de communication par l'intuition et la télépathie. Alors je suis restée vraiment complètement interloquée par ce qu'elle me disait, mais malgré tout j'étais très intéressée. J'ai donc fait venir 2 intervenantes chez moi. J'ai suivi toute leur formation au Kenya et en France. Je suis retournée en France pour suivre leur formation. Et au début, ça me paraissait vraiment assez incroyable. Je pensais que c'était le fait de personnes qui avaient des capacités médiumniques particulières ou des capacités spéciales. Et puis je me suis rapidement rendu compte que ça n'était pas un don, ça n'était pas une magie, que tout le monde pouvait y arriver et qu'il suffisait évidemment d'un peu d'entraînement pour récupérer ces fonctions qu'on a perdues évidemment à cause du langage articulé, d'une part, de la pression sociale, de l'éducation, de tas de choses qui font qu'on oublie ces facultés qu'ont les enfants, qu'ont les animaux à la base. Et puis on en parlera plus tard, qu'ont aussi certains enfants différents comme les autistes et les personnes handicapées.
Donc voilà, avec de l'entraînement, on peut retrouver cela, avec, je dirais aussi des connaissances un petit peu dans tous les domaines touchant aux animaux, toujours pour éviter les projections, les interprétations erronées, les anthropomorphismes. Pour moi, ça, c'est important, parce que j'ai une formation donc très scientifique à la base. Donc voilà, et aussi garder une solide éthique aussi. Là, le troisième facteur, c'est vraiment l'éthique envers le gardien et envers l'animal. Donc ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir, ne pas utiliser la communication animale évidemment pour forcer l'animal à faire des choses qui sont contraires à sa nature, c'est bien entendu. Donc je dirais que voilà. Très rapidement, je me suis rendu compte aussi que la communication animale allait beaucoup plus loin que la simple interaction avec son animal domestique, bien sûr, que ça s'inscrivait dans un but beaucoup plus large, donc que nous sommes tous liés, interconnectés au sein de la toile de vie, que l'animal est un être conscient et sensible qui mérite le respect, comme l'a dit Eva. Et donc, voilà. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans cette communication animale, c'est ça, c'est ce côté plus philosophique, je dirais, ce côté croissance personnelle. Hein, ça nous amène sur un chemin de développement personnel, un chemin spirituel. Et c'est cela qui m'intéresse le plus, notamment parce que je communique beaucoup avec les animaux sauvages et que les animaux sauvages ont des messages très profonds, des messages qui sont des enseignements pour l'humanité en général. Donc on en parlera certainement avec le témoignage. Et puis je dirais donc que ma mission en ce qui concerne la communication animale, c'est vraiment de transmettre, évidemment au plus grand nombre possible, et non pas de convaincre, mais d'inspirer ceux qui sont prêts, et puis de transmettre évidemment un message de protection de la nature, de protection de l'environnement, de conservation des espèces menacées. Voilà. Et puis bien sûr aider l'animal, en premier lieu aider l'animal dans son relationnel avec l'humain, aider l'animal à avoir de meilleures conditions de vie, voilà, parce que bien souvent les animaux subissent bien entendu tous nos stress, tous nos problèmes psychologiques, ils développent des comportements, donc des problèmes de comportement et des problèmes de maladie, suite au fait qu'ils épongent un petit peu toutes nos névroses. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Oui, on va en reparler parce que c'est vrai qu'on a déjà abordé le thème ce matin avec Patricia Arnoux, l'importance de l'éthique. L'animal, est-ce qu'il est d'accord pour faire certaines choses? Est-ce qu'il est d'accord pour communiquer? Donc c'est pour ça qu'on va aborder ça dans la deuxième question. Je vais d'abord passer la parole à Corinne, mais c'est vrai que c'est un point très important de souligner ce besoin d'éthique quand on fait ce métier, qu'on pratique cette activité de communication avec l'animal, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On le verra dans la deuxième question. Mais avant tout, je vais passer la parole à Corinne Dupeyrat, donc qui va, pareil, nous expliquer un peu son parcours et comment est-ce qu'on arrive de cavalière à communicatrice animale, entre autres. Oui, bonjour à tous. Alors moi, l'histoire, elle a commencé quand j'étais toute petite. Je suis l'aînée de 3 filles, donc il fallait bien s'occuper le temps que mes sœurs grandissent. Et à cette époque-là, on ne parlait pas trop aux enfants, surtout aux petites filles, dans le milieu dans lequel j'étais. Et j'avais la chance d'aller à la campagne beaucoup en vacances. J'attrapais les papillons à la main. J'ai nourri des lapros au biberon et puis un bambi aussi. Et à cette époque, je croyais vraiment aux contes de fées. Dans tous les contes de fées, on vous explique que les humains peuvent parler avec les animaux, que les animaux leur parlent et qu'ils peuvent même les aider. Cendrillon qui se fait coudre une robe avec des petites souris. Et moi, je rêvais toute la journée à ça. Je rêvais aussi à mes chevaux magnifiques que je dessinais sur mes cahiers d'école alors que les profs pensaient que j'étais très appliquée. Et je suis devenue cavalière. J'ai eu la chance de monter à haut niveau en compétition de dressage. Et je suis aussi devenue architecte d'intérieur parce que, veto, c'était pas trop pour moi. Mais j'avais un côté artistique et puis surtout la dimension cartésienne était très importante pour moi. Donc on construisait, on aménageait, tout ça. Les animaux étaient partis loin pendant ce temps-là, les chevaux aussi malheureusement. Et puis comme c'est ma vraie nature, elle m'a rappelé. Et je me suis souvenue que quand j'étais petite fille et que je rêvais qu'on pouvait parler aux animaux, et ben finalement ça s'est passé. Et c'est mon cheval avec lequel je sortais en Grand Prix qui, le premier, est venu dans mes rêves. Et c'était des histoires abracadabrantes. Et j'ai cherché à en savoir plus.
Donc j'ai fait venir une amie éthologue qui fait de la kinésiologie et c'est elle qui la première m'a parlé de communication animale. Ce jour-là, pour moi, c'était Noël parce que mais c'était vraiment le plus beau cadeau que je recevais. Je me suis dit, mais c'est vraiment possible, alors on peut vraiment parler avec les animaux. Et j'ai lu des livres, j'ai suivi des stages. Et au départ, c'est difficile à assumer de dire qu'on parle aux animaux. Donc pour plaisanter, je disais, oui, je suis un peu Dr Dolittle. Et puis voilà, quand il y avait un animal qui avait un petit souci, je disais, oh, je peux essayer. Et puis finalement, ça rendait vraiment service à des gens qui se posaient des questions sur le comportement de leur animal ou même si le cheval, est-ce qu'on le mettait au pré ou est-ce qu'on continuait à le travailler pendant les vacances. Et de fil en aiguille, moi, je ne pensais pas du tout en faire une activité professionnelle. Et ce sont les gens qui m'ont poussée à ça, en me disant, écoute-moi, vraiment, il faut que je te rémunère parce que tu m'as vraiment apporté quelque chose et cet échange est important. D'ailleurs, même pour la petite anecdote, une fois, c'est un chien qui a trouvé un billet par terre. Et l'ami qui avait ce chien m'a dit, écoute, en plus, je sais à qui pourrait peut-être appartenir ce billet. Et puis comme c'est une sale peste, je sais qu'au moins, là, il sera bien utilisé pour le bien-être de mon chien. Donc, les synchronicités sont parfois étonnantes. Et les animaux ne manquent pas d'humour. Oui, ça c'est vrai. Voilà, et de fil en aiguille, je suis venue m'installer en Normandie il y a 4 ans. Et là, la communication animale m'a vraiment sauté à la figure. Et ça s'est développé. Et comme on disait, nos perceptions, elles se travaillent et elles se développent énormément. J'ai eu la chance d'organiser des stages chez Cyril et Maëlys Guiraud, qui vous parleront demain, à l'Arbre aux étoiles, en plus un nom qui fait rêver, en Normandie aussi, et puis derrière des expériences incroyables, soit comme Romain a pu vous le relater, ou même avec des petits renards que j'ai recueillis l'année dernière. Et là, j'ai eu vraiment des grands maîtres spirituels qui m'ont apporté des leçons de vie et qui m'ont aidé aussi énormément à évoluer. Merci Corinne pour ce beau témoignage. Alors, maintenant, on va passer un peu à la question qui est vraiment au cœur de cette table ronde, question plus pratique. Comment fait-on concrètement pour communiquer avec un animal? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais ça veut dire quoi communiquer avec un animal? On l'entend, mais il parle en quelle langue? Comment est-ce qu'on reçoit les messages? On l'entend mais c'est sa tête, en fait, c'est notre imagination. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup quand les personnes s'interrogent un petit peu sur cette pratique. Est-ce que c'est de la voyance? Est-ce que c'est de la médiumnité? C'est très difficile de mettre des mots sur quelque chose qui se vit. Plus qui ne s'explique, mais nos 3 communicatrices ici vont essayer de vous expliquer un peu dans les grandes lignes sans dévoiler on n'est pas ici pour faire un stage concrètement, mais vraiment pour juste essayer de comprendre sans jugement. Donc je vais reprendre l'ordre de tout à l'heure. Eva, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes comment est-ce que tu communiques avec un animal? Dans l'idée en fait que ce soit les êtres humains, les animaux, les végétaux, nous sommes tous des êtres vivants en fait. Et la base qu'on apprend en biologie des êtres vivants, c'est ce qui est commun à tous, c'est la cellule qui est composée de molécules et qui est composée d'un assemblage d'atomes. Et en fait, ce qu'on dit des atomes, ce sont des particules vibratoires, vibrantes. Et donc en fait, l'idée, c'est que chaque être vivant est composé de ces particules vibratoires en fait. Et que chaque vibration, elle va être propre à l'individu qui les émet. Et en fait, que vous vouliez ou non, vous émettez des vibrations et vous en recevez de l'extérieur. Donc pour moi, déjà, la base, en fait, la première étape vers la compréhension de la communication interespèces, c'est comprendre que tout est vibratoire et tout est énergie. Donc par exemple, mon chien canaille, il vibre différemment de ma rate plume qui va vibrer différemment de ma chatte Milky. Voilà, donc vraiment, on a vraiment une vibration qui est propre à nous. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que la communication animale, bon après... peut-être à démontrer par la suite, mais qu'elle passe par le cerveau, en fait, et que le cerveau, il émet 5 types d'ondes. Il y en a 2 qui nous intéressent, donc il y a les ondes bêta. Donc ça, les ondes bêta, c'est les ondes que vos cerveaux émettent en ce moment, qui essayent de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est les ondes qu'on émet quand on est dans un état d'analyse, de réflexion, dans l'action.
Et il y a aussi les ondes alpha qui nous intéressent particulièrement, parce que ce sont les ondes que notre cerveau émet quand nous sommes dans un état de relaxation, quand nous avons les yeux fermés. C'est ce qu'on appelle c'est un état de conscience modifié. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, à l'état ordinaire, leur cerveau émet des ondes alpha. Donc si nous souhaitons communiquer avec les animaux, nous devons accorder les vibrations de notre cerveau aux leurs, c'est-à-dire être sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Donc pour communiquer avec l'animal, il faut être en état de conscience modifié. Donc on est souvent dans cet état-là après une méditation. Et pour moi, ça fonctionne un peu comme les ondes radio, en fait. C'est-à-dire que même si vous êtes très très loin de la tour d'émission de la radio RFM, vous allez arriver à capter la fréquence. L'idée, c'est de se mettre sur la bonne fréquence. Et pour moi, c'est de se mettre sur la bonne fréquence avec les animaux. Et quand on parlait de cohérence cardiaque aussi ce matin, on peut rejoindre ici l'état dans lequel on se met quand on essaye de mettre ses battements de cœur sur la même longueur d'onde, comme tu le dis, de l'autre animal. Donc c'est juste pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin. Oui, c'est avec l'importance aussi de l'alignement et d'être bien et pas préoccupé par pas mal d'émotions. Voilà, ça, je vais revenir dessus. Mais aussi, comme l'a dit Astrid, c'est vraiment prendre conscience qu'on est tous en capacité de communiquer avec le vivant. Nous avons tous ça en nous, simplement que nous l'avons oublié ou qu'on ne se sent pas capable, en fait. On se dirait, mais pourquoi, en fait, on mériterait quelque part de pouvoir avoir cette forme de communication-là avec le vivant Et ensuite, il y a vraiment aussi cette idée, pour moi, qu'avec cette capacité-là vient une responsabilité. Donc, comme l'a dit Astrid et aussi toi, Célia, Corinne, c'est qu'il y a vraiment une éthique, en fait, à avoir. Et que la communication animale, ce n'est pas un jeu. On ne se sert pas de la communication animale pour imposer ses vues à l'animal. Non, la communication animale, c'est un outil pour justement savoir quels sont les besoins de l'animal, en fait. Et pas pour imposer nos besoins. Donc après, concernant moi le protocole, déjà en fait, je vais vraiment vérifier en fait si je me sens bien, si je suis alignée. Et pour moi, être alignée, ça passe par répondre à 3 questions. C'est est-ce que j'ai l'élan pour communiquer là maintenant? Est-ce que j'ai le temps pour communiquer? Est-ce que j'ai l'énergie pour communiquer? Et si j'ai l'élan, le temps et l'énergie, je suis dans les meilleures vibrations possibles pour communiquer avec un animal. Ensuite, moi tout simplement, je vais méditer. Une fois que je suis dans cet état de conscience modifié, je vais me centrer sur la photo de l'animal. Je vais poser des questions à l'animal, mais avant, je vais savoir est-ce qu'il est d'accord pour communiquer avec moi. Je vais lui expliquer qui je suis, qui m'envoie. Et s'il est d'accord, donc je vais poser ces questions-là. Je vais le laisser aussi libre de parler. Et à la fin d'une communication, je vais remercier l'animal, lui dire au revoir, etc. Sachant que les informations reçues, pour moi, on les reçoit par 5 canaux. Il y a le canal visuel, il y a le canal auditif, il y a le canal kinesthésique, il y a le canal olfactif et le canal gustatif. Et j'ai remarqué au fur et à mesure qu'en fait, il y avait vraiment un lien entre notre manière d'apprendre à l'école les choses par cœur et la façon dont vous allez recevoir les informations. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, au collège, pour apprendre quelque chose, j'avais besoin de marcher dans la pièce, j'avais besoin de réciter à voix haute, j'avais besoin en fait, de visualiser les pages que j'avais colorées. Et donc aujourd'hui, mes canaux, c'est vraiment le kinesthésique, donc je vais recevoir des ressentis au niveau du corps qui peuvent m'indiquer des choses concernant l'animal, le visuel et aussi l'auditif. Il m'est arrivé une fois en fait c'était un chat qui m'envoie le goût des sardines dans la bouche, et en fait il s'avérait que c'était son aliment préféré en fait. Voilà, c'était assez particulier. Voilà, on peut avoir un peu de tout, sachant que l'idée c'est vraiment de se détacher de nos connaissances. Moi, récemment, j'ai une jument cet été en fait, qui avait vraiment des maux de ventre. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait Et là, elle m'a sorti la recette d'une tisane avec le nom des plantes, alors que je ne savais même pas que ces plantes-là avaient un effet en fait, sur les maux. Et j'ai vérifié par la suite. Et la gardienne de l'animal donc, a donné cette recette à sa jument qui, au bout de quelques jours, en fait, remangeait. Elle était de nouveau dynamique, elle voulait de nouveau partir en balade, en fait. Et vraiment, je ne savais pas, je n'avais pas du tout ces connaissances-là, et c'est l'animal qui me les a apportées. Et ça, j'ai vraiment reçu en fait, sous forme de mots. Parfois, il y a des choses que je reçois en écriture automatique. Après, il y a des choses par le visuel où je vais recevoir des images. Et ensuite, il est pour moi vraiment important de savoir, on en a un peu parlé au début, c'est qu'il y a des choses qu'on reçoit qui n'appartiennent pas forcément à l'animal, mais c'est ce qu'on appelle l'animal miroir. Donc c'est là où l'animal il va aussi révéler nos mots et des choses qu'on a à comprendre. Et moi, j'ai eu une expérience forte il y a à peu près 1 an où j'ai une personne qui me contacte pour son chien en fait, qui avait
un comportement fugueur, qui a été agressif envers d'autres chiens mâles. Et en fait, elle était passée par plein de comportementalistes, d'éducateurs canins, et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver en fait la réponse à comment en fait, qu'est-ce qui se passait en fait pour ce chien. Et en fait, donc elle me contacte, juste simplement, je reçois une photo, elle me parle juste, voilà, il est agressif envers les chiens mâles et il fugue. Et en fait, tout ce que je vois, en fait, ce que l'animal me transmet, il m'explique en fait qu'autour de cette personne-là, il y a un homme qui est violent, qui est dans une relation de dominance sur elle, qui peut être très colérique, qu'en fait elle resterait dans cette relation pour certaines peurs de pas, parce qu'elle ne s'aimait pas suffisamment, qu'elle ne pensait pas mériter en fait quelqu'un qui l'aimerait à sa juste valeur. Et donc je lui parle de tout ça et je lui dis mais pour moi votre chien en fait il vous dit qu'il faut sortir de cette relation-là et que l'idée de l'agressivité qu'il a envers les chiens mâles c'est pour vous marquer votre territoire et vous dire là c'est pas ok en fait. Et je suis passée 1 heure au téléphone avec elle pour qu'enfin elle me dise mais en fait je suis dans une relation où je subis des violences conjugales. Enfin, et en fait ce chien-là en fait il était juste là pour lui faire passer un message en fait. Il n'avait pas de problème de comportement ce chien. Voilà. Donc ce que je veux dire, la communication animale, c'est pas anodin, ça demande un vrai travail sur soi. Pour moi, les animaux, ils ont plein d'enseignements et de messages forts à nous transmettre. Et encore faut-il savoir écouter et vouloir entendre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Eva, pour ce témoignage. Vous allez voir que les anecdotes, les histoires dans le domaine de la communication animale sont nombreuses parce que il y en a tellement. Et donc c'est intéressant de voir concrètement par quels exemples les animaux peuvent communiquer, nous donner des messages. Astrid, tu vas peut-être pouvoir compléter un petit peu l'explication d'Eva parce que chacune communique d'une façon différente, chacune a ses petites habitudes, mais c'est vrai qu'il y a une trame un peu commune, donc dis-nous un petit peu pour compléter Eva. Je reprendrai par ce qu'elle a dit en dernier, c'est-à-dire que le plus important dans tout ça, ce sont les prérequis, c'est-à-dire tout ce que l'on doit travailler en amont, c'est-à-dire l'humilité, le non-égo, le non-jugement, la non-possessivité, le fait de ne pas être dans la recherche de performance, la recherche de contrôle, la recherche de manipulation, de domination sur l'animal. Il faut se situer vraiment au même niveau que lui et respecter son altérité. Et aussi penser que cet animal donc, peut nous apporter quelque chose, même s'il est différent, ne pas utiliser des paramètres humains pour juger de son intelligence déjà. Et donc, voilà, même s'il ne fait pas des équations à 4 inconnus, il n'en demeure pas moins qu'il a une forme d'intelligence. Donc, tous ces prérequis et aussi, évidemment, la fameuse déconnexion du mental, qui est vraiment un problème chez la plupart des gens et surtout les scientifiques et les gens qui sont dans des métiers vraiment très, très terre-à-terre. Donc, je dirais que ça, c'est ce qui est le principal. Bon, il y a d'autres obstacles, bien sûr, la critique, le scepticisme et la critique des autres, enfin, des tas d'autres paramètres. Sinon, d'un point de vue de la méthode, purement donc c'est commun à toutes les communicatrices, je pense, et tous les communicateurs, c'est-à-dire se mettre dans cet état de méditation éveillée, cet état hypnotique léger, qui passe par la respiration, la relaxation, la méditation, qui sont des techniques communes, je dirais, à d'autres disciplines comme le yoga, la sophrologie. Et donc, ça passe par un ancrage à la terre, une reliance à l'univers, un centrage sur soi. Et un alignement. Alors cet alignement consiste à mettre en équilibre nos 4 niveaux de fonctionnement. Ces 4 niveaux de fonctionnement sont le niveau physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc d'un point de vue pratique, ça se traduit par un corps à l'aise et confortable, comme disait Eva, un mental libre et dégagé, un émotionnel calme et serein, et puis une conscience centrée donc, au niveau du cœur, la fameuse cohérence cardiaque. Alors évidemment, ça paraît compliqué vu comme ça, mais c'est vrai qu'en travaillant un petit peu, en faisant de la méditation... Ça peut être compliqué. C'est pas automatique, ça demande un entraînement. Vétérinaire à la base et très scientifique à la base, si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Donc, parce que mental très présent, depuis toujours, quoi. Donc, je dirais que cet alignement est la condition sine qua non, finalement technique, pour accéder à notre intuition profonde, à une partie de notre inconscient et à toutes nos perceptions. Donc, évidemment, quand on va se mettre en communication avec l'animal, on va recevoir des images, des sons, des émotions, des ressentis, des odeurs, quelquefois. Moi, je reçois un peu de tout, je dirais. Mais notre cerveau va traduire directement
directement en langage articulé. Ça va se faire en une fraction de seconde, puisque les pensées, les émotions sont de l'énergie, des vibrations, et tout ça est capté plus vite que la lumière, et finalement il n'y a pas de temps, pas d'espace en communication animale. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment une écriture automatique, notamment avec les animaux sauvages, parce que quand on communique avec les animaux sauvages, on se met en alpha plus profond, et on est vraiment dans un état alpha, un état de zénitude totale, donc on écrit de façon automatique, et tous les messages nous viennent de façon automatique. Oui, donc merci beaucoup Astrid. Chaque communicatrice a un petit peu ses préférences. Il y en a qui, comme disait Eva, qui sont plus visuels, d'autres plus olfactifs ou physiques. Donc, est-ce que Corinne, tu as des témoignages à apporter sur la façon dont toi tu communiques avec les animaux? On a entendu tout à l'heure le témoignage de Romain. Tu as communiqué avec ces chats, mais tu communiques avec beaucoup d'animaux. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur la façon dont on fait ça? Alors d'abord, je dirais qu'on en a parlé ce matin, mais l'ouverture de cœur est primordiale. Être dans la compassion, être dans l'échange, pas uniquement le fait de recevoir, mais aussi le fait de pouvoir redonner après à l'humain qui a demandé, et de le donner dans le plus de bienveillance possible. Parce que finalement, un communicateur animalier, c'est un traducteur. Et si on est à l'ONU, par exemple, quand on traduit du chinois au congolais, le traducteur, il ne va pas dire ce qu'il en pense de la traduction qu'il est en train de faire. Et ce recul, il est vraiment très, très important. Ça demande d'être que le spectateur pour retranscrire le plus précisément possible les informations que l'on reçoit. Et effectivement, ces informations viennent de différentes façons. Ce sont des ressentis intérieurs. Alors ensuite, ça demande aussi de faire le vide en soi, de laisser le mental de côté. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un maximum de femmes qui pratiquent. Je ne sais pas. Quand on est blonde, on a des facilités, peut-être aussi. Peut-être. En tout cas, moi, je trouve que c'est une énorme richesse. Et aujourd'hui, quand j'ai même mes animaux qui se manifestent pour intervenir dans les communications et apporter leur aide. J'ai un petit lapin assez dingue qui vit en liberté, qui se prend pour un chat, et voilà. Mais ce que j'aimerais vous proposer là, tous, c'est juste de pouvoir ressentir de quelle façon on peut les avoir, ces informations. Donc je vais vous proposer juste de fermer les yeux, et intérieurement, vous allez juste essayer de vous représenter un être cher ou un animal, un de vos animaux. Et c'est juste pour vous montrer que c'est très subtil, c'est un peu comme dans un rêve. Maintenant, avec les yeux fermés, vous pouvez aussi imaginer que vous marchez pieds nus sur l'herbe humide ou sur du sable chaud. Et ça, c'est les ressentis physiques qu'on peut avoir lorsqu'on fait une communication. Ça sera peut-être plus ou moins facile pour chacun d'entre vous en fonction de vos facilités dans chaque domaine. Ça veut dire qu'il faut aussi se recentrer sur nos sensations. Et je conseille beaucoup aux stagiaires qui viennent chez moi parfois de pratiquer des activités artistiques ou même la cuisine, décortiquer tous les goûts, les saveurs. Et ça enrichit énormément. Si vous continuez à fermer les yeux, est-ce que vous pouvez ressentir l'odeur du pain chaud qui sort du four, par exemple, ou la saveur du chocolat ? Est-ce que vous pouvez aussi vous représenter, recréer une musique que vous aimez ? Eh bien, en fait, concrètement, les informations que l'on reçoit en communication animale sont de cet ordre-là. Après, comme il s'agit d'une traduction, eh bien, il faut les retranscrire en mots humains. Et forcément, avec cette retranscription, avec des codes et des connaissances humaines, on pourrait imaginer que c'est de l'anthropomorphisme. Mais il s'agit juste de pouvoir mettre des mots compréhensibles pour les humains. Voilà. Merci beaucoup, Corinne.
Je voudrais rajouter quelque chose. Je voulais dire que les perceptions et les informations que l'on reçoit sont fonction en général de notre degré de développement personnel et du degré de développement personnel donc de l'animal, qui n'est pas forcément fonction de l'espèce. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des informations d'une tortue, par exemple, qui vont être très élaborées, et des informations d'un cheval qu'on jugera plus évolué, qui vont être totalement superficielles parce qu'il vit dans un milieu peut-être urbanisé ou mécanisé. Hein. Et donc ça, c'est important aussi. Ça dépend de l'ouverture aussi de nos canaux de perception. Quelquefois, on a certains canaux qui sont moins ouverts que d'autres. Et je voudrais dire aussi que plus c'est incongru et plus c'est saugrenu, plus c'est bizarre en général, et plus on a de chance pour que cela provienne de l'animal et non de notre mental. Par exemple, si vous recevez une odeur de poisson pourri ou de charogne et une sensation de bien-être intense, hein, il y a de fortes chances pour que ça vienne de l'animal qui vous dit qu'il aime se rouler dans la charogne. Et voilà, c'est pas votre mental. C'est une bonne façon de voir que c'est pas votre mental. Je me souviens d'une communication qu'on avait faite à plusieurs d'ailleurs, où on avait posé une question au chat. On lui avait demandé que fais-tu le matin, tous les jours, le matin en premier lieu. Et le chat avait répondu je me brosse les dents. Alors on était tous restés vraiment complètement médusés. Et en fait, le gardien nous avait dit il monte sur le lavabo et il joue avec ma brosse à dents quand je me brosse les dents. Donc il s'agissait juste d'affiner finalement les interprétations. Et plus on avance, hein, plus on affine les interprétations, on reçoit des blocs d'informations et notre cerveau les traduit directement en langage articulé au fil des communications, bien sûr. Et c'est là la grande difficulté et le piège un petit peu dans lequel ça c'est pas facile. Il faut éviter de tomber, c'est les interprétations entre le message que l'animal va vouloir transmettre et l'interprétation que la personne qui le reçoit va en faire. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de communication subtile. Il y a une marge d'erreur évidente dans le sens où bien sûr, ça peut arriver en fonction de l'état dans lequel on se trouve, mais aussi, ça vous l'expliquerez après, mais c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans l'état dans lequel on se trouve. Mais ça a toujours un sens, c'est-à-dire que si on est vraiment en alpha, si on est vraiment connecté à cet animal, si on est vraiment avec un mental dégagé et libre, tout ce que l'on obtient a un sens. Et c'est-à-dire que quelquefois, on le saura qu'une semaine après, 2 semaines après, peut-être que le gardien comprendra plus tard. Mais il y a toujours une explication. Tout à fait. Je voudrais remercier chaleureusement toutes ces communicatrices qui sont venues ici. Merci pour vos témoignages.